La vallée des rois. Des champs verts pleins de vie, et derrière, un désert sec d'ossements. C'est ainsi que deux pays vivent côte à côte, l'un pour la vie, l'autre pour la mort. Un équilibre entre les hommes et les dieux. La Thèbes impériale est une énorme ville engorgée d'alluvions. C'est la capitale d'un empire et la demeure de dieux impressionnants, tous logés dans une centaine de temples puissants. La Thèbes impériale, où l'on conduisait à nouveau les rois pour leurs funérailles. Chacun dans sa tombe raffinée, sous les montagnes du désert. Des mondes souterrains personnels remplis de dieux en or. Des tombes comme celle de Toutankhamon. L'un des grands plaisirs du musée du Caire est précisément que l'or y ressemble à de l'or, et non pas à cette chose en état d'apesanteur terrible que l'on peut voir dans de grandes expositions où l'on éclaire des objets pour les mettre en valeur, un peu comme les scintillantes cartes de Noël. Ici, cela ressemble vraiment à un chef-d'œuvre. Essayez d'examiner l'or et regardez la pièce. Il est ahurissant de penser qu'elle est précisément formée de deux feuilles d'or assemblées. Quelqu'un a travaillé cet or au marteau sur l'envers. Un homme martèle, et il le fait avec une telle minutie qu'il parvient même à reproduire la légère déformation des os de la joue. En effet, dans son enfance, Toutankhamon souffrit un accident et les os de sa joue ressortaient de quelques millimètres. Le masque en or reproduit cette déformation. Des personnages de ma connaissance qui virent le masque quand il sortit pour la première fois de la tombe disent qu'il paraissait plus brillant, plus étincelant que maintenant. Ceci s'explique par le fait qu'on lui appliqua un tel poli que lorsque les polisseurs modernes commencèrent à l'essuyer avec un chiffon, ils éraflèrent l'ancienne surface. Quelle merveille! Un objet fabriqué par un peuple dont la vie était remplie de couleurs et de textures brillantes. Des maîtres artisans d'une précision à couper le souffle. Et cela à l'époque où naissait Stonehenge. Des centaines de milliers de personnes qui défilent devant le masque de Toutankhamon. Bien peu se préoccupent de venir ici. Cette vitrine du musée contient quelques-uns de ces chefs-d'œuvre de moindre importance. Elle a été installée il y a environ 80 ans par l'un des premiers directeurs du musée qui y plaça réellement les petits objets les plus beaux qui aient jamais été trouvés en Égypte. La plupart des pièces de cette taille sont généralement dénichées dans des ateliers. Il y avait de jolis objets sans être des merveilles. Mais ce directeur possédait un tel flair qu'il a pu dénicher les chefs-d'œuvre. Cette section joue avec la vie. Regardez cette pièce-là, par exemple, cette minuscule statue au sommet. C'est la seule statue connue de l'homme qui a construit la grande pyramide de Gizeh, le roi Khéops. Et cette autre petite chose-là, le visage extraordinairement puissant d'une femme, la reine Ti, qui donna naissance à ce roi hérétique qui tenta de tout bouleverser en Égypte. Tout son caractère est gravé sur ce petit morceau de pierre. Cette femme est aussi pleine de vie, comme la reine et le roi. Eh bien, c'est l'épouse d'un homme qui passa le plus clair de sa vie à amonceler du blé pour un petit village de la Haute-Égypte. C'était une personne intéressante. Elle possédait une intelligence vive et lorsque son époux s'absentait, elle prenait le contrôle des affaires de tout le village.
Un jour, elle fit un tour et inspecta toutes les mesures de blé avec lesquelles les villageois faisaient le pain. Très en colère, elle écrivit à son mari lui annonçant que quelqu'un fraudait, et à son retour, elle s'amusa beaucoup de voir comment il fut puni. C'était une femme très compétente. Enfin, elle gouverna le village, et ses autres personnages étaient probablement ses amis du village, un village dont on connaît le plus de détails parmi ceux des anciennes civilisations. Ils sont aussi les acteurs de notre théâtre. Voici l'endroit où il vivait, le village de Deir el Medina, caché dans les collines de Thèbes. Un village d'artisans, de familles d'hommes, de femmes et d'enfants, entassés dans des maisons proprettes, accolées les unes aux autres. C'est vraiment remarquable que la science moderne nous ait donné plus de détails sur cet ancien village, que nous n'en possédons sur bien des gens du siècle dernier. Voici par exemple la partie bohémienne de la ville. Par là vivaient des scribes qui, dans leurs moments de loisirs, peignaient des cercueils. Par là, plus loin, vivait le chef de la chorale du village. Je ne crois cependant pas que ses voisins se soient beaucoup plaints des répétitions du chœur, car à la porte d'à côté vivait un personnage qui ressemblait au terrible Heathcliff. Ce personnage de bande dessinée est passé le plus clair de son temps à aboyer son pauvre vieux beau-père adoptif. Ici vivait une petite vieille dame qui aimait tellement son singe qu'elle prit un garçon esclave pour qu'il s'assied à côté de lui et l'alimente de raisins toute la journée. Cette maison est celle de l'épicier du village. Ce n'est pas précisément un travail très intéressant, mais il avait son rôle et les villageois considéraient ces jarres de graisse importantes. Ils obtenaient la graisse en la faisant fondre des bœufs qu'ils rôtissaient, que, pendant 17 ans, 2 hommes se disputèrent en justice à propos de l'une d'entre elles. Pendant ses moments de loisirs, le scribe du village avait l'habitude de s'asseoir ici pour écrire des poèmes d'amour. Il lèche son pinceau et écrit lentement « Je baise votre bouche ouverte et cela m'enivre plus que le vin ». Le père moderne du village qui nous intéresse, l'homme qui a réellement rendu à la vie de notre époque tous ces gens, est un Tchèque. Il s'appelle Jaroslav Černý. Il était égyptologue à l'université de Oxford et pendant 50 ans, il étudia le village ainsi que ses habitants. À l'âge de 70 ans, il parcourait encore les collines comme celle-ci, grimpant, examinant les inscriptions des villageois. Partout, sur ces rochers, nos anciens villageois déchiffraient des millions de textes courts, de petits graffitis. Ils parlaient de cette époque, de la vie et de la naissance des choses comme celle-ci. Et c'est pourquoi le vieux professeur d'Oxford continuait à rôder par ici, même après avoir pris sa retraite. Le professeur Černý connaissait toutes ces personnes par leur nom. Il reconnaissait l'écriture de chacun. Il pouvait discerner si ce qui avait été écrit l'avait été lorsque l'homme était jeune ou âgé. Et ces textes apportaient tellement de détails. Celui-ci, par exemple, a été écrit le 13 septembre 1275 avant Jésus-Christ. Le voyez-vous, il est ici, une vague et minuscule petite tête. Pouvez-vous la voir, là, élevant ses 2 bras et priant. Il a l'air de nous saluer depuis 1275, n'est-ce pas? C'est le scribe royal Ramose. Il annonce aux villageois sa nomination. Un scribe royal pour travailler dans une tombe royale. Ramose était très fier d'être scribe, car c'était le fils d'un messager. Normalement, les scribes se transmettaient leur métier de père en fils. Personne ne célébrait en fait sa nomination parce que ceux-ci auraient supposé célébrer la mort de son père. Mais Ramose était un self-made man, le fils de ses œuvres, et il en était fier. Le professeur Černý est venu ici chercher cette statuette. D'après le poème d'Odan, le bureau de statistique ne pouvait trouver aucun défaut à cet homme, l'Égyptien parfait, l'homme de l'omnibus de Thèbes. Nous savons tout cela grâce aux souvenirs des villageois eux-mêmes, dont la plupart écrivaient sur les matériaux les plus surprenants. Les archéologues appellent ces morceaux de pierre des ostraca, de sorte d'écailles de pierre. Elles apparaissaient lors de la construction des tombes. C'est ce que les carriers taillaient littéralement des murs.
Elles gisent un peu partout dans la vallée des rois, par centaines de milliers. Les anciens scribes et bien d'autres personnes du village ramassaient ces belles écailles blanches polies pour l'écriture. Dans un environnement aussi dur, c'est une bonne surface permanente pour travailler. C'est quelque chose qu'on pouvait mettre par la suite sur de fragiles papyrus pour les garder dans les registres royaux. C'est ce qui forme la vie du village. Les centaines de milliers de documents, ces souvenirs, proviennent principalement de cette source. On n'y écrivait pas dans le style fleuri des hiéroglyphes des monuments, où un petit homme assis, comme celui-ci, pouvait suggérer le mot amour ou emporter, mais dans une écriture très rapide que l'on appelle de nos jours hiératique. Et c'est cette écriture, sortie de la surface de ces pierres, qui nous raconte tellement de choses sur ce peuple ancien. Les archéologues trouvèrent des milliers d'ostracas enterrés dans un puits profond près du village. Il s'agit d'une documentation de l'époque précise et soignée. Une bibliothèque d'amour et de jalousie, de cupidité, de querelles et d'amitié. Le tout transcrit avec des lettres, des listes de linge, des recettes, des factures, des contrats, des exploits, des prières et parfois même des dessins merveilleux. Ce n'est pas étonnant, car nos villageois faisaient partie des artistes les plus surprenants de l'ancien monde. Ce sont les hommes qui ont construit les tombes des rois. Essayons seulement de trouver notre chemin à travers ce vieux paysage. Vous vous souvenez de l'époque où Thèbes était la capitale du monde? C'est exactement ce qu'elle était en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Imaginons pendant quelques minutes ces montagnes remplies d'anciens Thébains, le peuple qui vécut ici pendant 500 ou 600 ans, dans un fourmillement sur toutes ces collines. Chaque soir, bien sûr, ils descendaient en groupe, jetaient un coup d'œil à travers les champs vers la ville qu'ils aimaient tous. Là, dans le crépuscule, ils pouvaient respirer les douces brises de la rivière. Ce devait être une vue extraordinaire. De ce côté-là, une grande masse de maisons poussiéreuses et boueuses, avec 2 énormes temples à chaque extrémité, probablement entourés de grands murs blancs, et se détachant de ces murs blancs, des mâts pour les drapeaux qui étincelaient dans le soleil. C'était d'ailleurs la première chose que voyaient les Thébains quand ils dépassaient en bateau le coude du grand fleuve. Bien sûr, les cultures étaient très différentes à cette époque-là. Pas une de ces cannes à sucre touffues de 2,40 m de haut. Les champs étaient beaucoup plus petits et on voyait tous ces petits ruisseaux qui venaient du Nil. C'étaient des spécialistes en irrigation, mais des gens paresseux. Ils ne cherchaient pas les eaux profondes et les plans d'irrigation. C'étaient de petits hommes faisant de petites choses avec énormément de soin. Et dominant tout autour d'eux, ces enceintes d'énormes temples blancs, les uns à côté des autres. Il y en avait 14 alignés, chacun avec sa propre personnalité dédiée à un dieu particulier. Tout le monde savait exactement à quel dieu appartenait chaque temple. Chaque temple avait sa propre fête au cours de l'année, quand les dieux descendaient par les canaux vers les temples et se rendaient visite les uns les autres. Et là se cachait le petit village de nos travailleurs, les hommes très spéciaux qui descendirent dans le règne des morts de la vallée des rois. Un groupe extraordinaire de personnes. Le village des faiseurs de tombes se trouvait à près de 5 km de la vallée des rois. Voici le sentier qu'empruntait chaque jour le scribe Ramos pour aller travailler. L'une de ses vues favorites a dû être cet ensemble de temples, la plus aimée de tous les temples thébains. De nos jours, on appelle cette ouverture rocheuse Deir el-Bachari. Ces temples contiennent une partie de la plus pure essence de l'ancienne Égypte, leur attitude par rapport au monde dans lequel ils vivaient. C'est si différent de ce à quoi nous sommes habitués que lorsque l'on voit pour la première fois des objets égyptiens, on peut être un peu déçu. Mais c'est parce qu'ils s'intéressaient à un univers différent. Ils habitaient un monde différent du nôtre. C'est là que ces temples commencent à avoir une importance pour nous, car nous voyons là le rapport des anciens Égyptiens avec le paysage.
Comme les temples grecs ou les églises gothiques, ils étaient situés à un endroit détaché, au sommet d'une colline d'où ils dominaient tout le paysage. Quelqu'un a dit qu'ils ressemblaient à des diamants à travers lesquels se reflétait le paysage. L'homme s'impose en effet sur toutes les collines alentour. Mais ces temples prenaient vraiment place dans le paysage. En réalité, les architectes enlevèrent un morceau de la falaise et il y a ici un équilibre entre la forme des constructions et la forme du paysage. L'un s'unit à l'autre. C'est ce qui en fait un endroit aussi magique et merveilleux. C'est ici le point exact où Ramos tourne le dos à la vie de Thèbes pour entrer, pourrions-nous dire, dans le royaume de la mort, le monde souterrain. Sous la pyramide naturelle que forme cette montagne se trouve la vallée des rois. La déesse de la montagne, Meretzégé, qui aime le silence, regarde vers les portes du domaine des morts, les tombes insondables de la Thèbes impériale. Voici l'entrée moderne de la plus grande découverte archéologique de tous les temps, la tombe la plus célèbre au monde, la tombe de Toutankhamon. Comme tout le monde sait, elle fut découverte en 1922 par un Anglais, Howard Carter. Dans son livre, il raconte qu'il fouillait depuis des années, que c'était très pénible, mais qu'en dernière minute, alors que son mécène, Lord Carnarvon, voulait abandonner car il ne pouvait plus financer les fouilles, il a eu une chance incroyable. Bien, je pense qu'il existe une histoire un peu différente qui se rapproche plus de la vérité. Parce que si on examine ces registres de fouilles, ce que l'on découvre, c'est qu'il fouillait vraiment très près de là depuis bien des années. En fait, il est possible qu'il soit tombé sur la porte d'entrée de la tombe et l'ait laissée à nouveau. Mais pourquoi avoir agi ainsi? Bien, je crois que c'est parce que Carter avait compris Carnarvon. Carter savait qu'il devait garder quelques-unes de ses découvertes pour le moment où l'enthousiasme de Carnarvon flancherait. Carnarvon dit « Non, je ne peux plus continuer ». Carter lui répond « Encore une saison ». Il revient sur les lieux. Le 1er novembre, il fouillait ici à nouveau. 3 jours plus tard, il avait déjà creusé une étroite tranchée, là où je me trouve maintenant. Après 3 jours et demi de travail, il était à nouveau parvenu à la porte d'entrée de la plus grande découverte archéologique de tous les temps. La porte d'entrée de la tombe était bouchée par des décombres. Les hommes de Carter se frayaient lentement un chemin vers le couloir rampant. Ils arrivèrent ici et trouvèrent un mur blanc en plâtre tout couvert de sceaux de la nécropole royale. Carter souleva lentement une pierre. Juste en dessous se trouvait en travers un linteau de bois et il regarda dans la tombe. La première chose dont il se rendit compte fut que la bougie qu'il tenait à la main vacillait à cause de l'air chaud qui était emprisonné dans la tombe depuis 3000 ans et qui en sortait tout à coup. Puis, ses yeux commencèrent progressivement à s'habituer à l'obscurité. Il dit qu'il pensait avoir vu un mur en or. Il en était muet. Lord Carnarvon se tenait près de lui. Il était de petite taille et ne parvenait pas à voir. Il essayait désespérément de savoir ce qui se passait et tirait fortement Carter par la manche. Bien sûr, Carter restait collé au plus célèbre tableau archéologique de tous les temps. En effet, dans la petite pièce devant lui, il y avait ces 3 énormes lits en or du roi, les chars royaux, gisaient en monceaux au-dessus, et partout sur le sol, tout l'attirail de la cour de Toutankhamon. Cela a été très certainement le moment le plus extraordinaire de l'archéologie. Pouvez-vous imaginer ce que Carter doit avoir pensé? Il est encore là. De tous les rois qui ont été enterrés dans la vallée des rois, c'est le seul à encore y être. Toutankhamon a été enterré dans un stupéfiant dédale de rituels, car les ensevelissements des rois n'avaient rien à voir avec les enterrements que nous connaissons de nos jours. Ils n'avaient pas le même but. Il ne s'agit pas d'un mémorial. Cela ressemble plus à une machine, à un mécanisme. Si l'on regarde autour de soi dans la tombe, comme dans toutes les tombes royales, on ne trouve pas un seul souvenir, pas un seul mot pour exprimer la grandeur, la puissance, la petitesse, la malchance du roi, ou pour exprimer sa richesse ou son bonheur. Rien du tout au sujet de sa personnalité. On ne trouve que le roi en présence des dieux. Cette tombe était aussi importante pour le roi suivant. Celle-là raconte l'histoire que voici.
Elle montre le successeur de Toutankhamon affairé au rite d'enterrement du roi mort. On voit chaque nouveau roi enterrer son père dans ce soigneux ordre rituel qui institue le roi défunt comme Dieu, ce qui fait du roi vivant le fils de Dieu et un véritable roi d'Égypte. Ces tombes ne ressemblent pas aux tombes chrétiennes. Personne n'attend ici la trompette du jugement dernier. Il s'agit d'une partie d'une affirmation politique, une affirmation politico-religieuse. La crainte chrétienne n'a pas sa place ici. Il n'y a pas de mythe gothique. La malédiction ne s'y mêle pas. Il n'y a pas de raison pour que quelqu'un maudisse cette tombe. Cette tombe est un objet fonctionnel. Elle fait son travail au moment des funérailles et elle a joué son rôle. La tombe de Toutankhamon peut à présent donner une idée de ce à quoi ressemblait un pharaon enterré. Mais elle ne peut pas montrer une véritable tombe royale. Elles étaient immenses et il fallait de nombreuses années pour la construire. En comparaison avec ces grands monuments, disons que Toutankhamon a été enterré dans un trou dans la terre. Les véritables tombes royales sont tout autre chose. Exactement comme nos villageois n'étaient pas des esclaves et n'étaient pas tués après avoir terminé les tombes. La plupart des tombes royales n'étaient pas non plus cachées. Laissez-moi vous montrer à quoi elles ressemblaient. De hauts et grands porches décorés, un seul passage très grand, coupé droit dans la montagne. Les murs richement décorés, des vues des morts, le travail quotidien du scribe Ramos et de nos villageois. En une longue ligne droite, des salles et des corridors descendaient vers les chambres funéraires royales. Et à la différence de la tombe secrète de Toutankhamon, elles ont toutes été facilement et inévitablement dévalisées et pillées.